Aujourd'hui, on va casser du spécialiste en langage non verbal. Maintenant, ça va chier. Comme vous le savez, aller défoncer les personnes qui balancent de l'info comme ça sur le non verbal, j'adore ça. Pour rappel, vous avez un épisode ici qui introduisait le sujet. En me baladant sur LinkedIn, je suis tombé sur ce post. Vous voulez voir du sang ? Vous êtes au bon endroit. Mais avant d'aller plus loin, si mon contenu vous plaît, et vu mon rythme de sortie de vidéo, je vous suggère de cliquer sur la cloche si vous ne voulez rien louper. Alors je suis pas là pour blâmer une personne en particulier, mais plutôt pour vous donner à vous, ceux qui êtes susceptibles de tomber sur ce genre de post, quelques clés de réflexion et de prise de distance avec l'information qui se trouve sur cette image. Je ne vais donc pas afficher le nom de cette personne, et si vous retrouvez le post sur LinkedIn, je vous prie de rester courtois malgré ma vidéo à charge. Autre rappel, je suis toujours dans une démarche de défense du langage non verbal. Je ne cherche pas à dire que ma méthode d'analyse est mieux ou me donner raison, mais simplement pointer qu'il n'y a pas de consensus sur le thème et qu'il mérite d'être approfondi. Bon, on va s'éviter un générique, je vais classer cette vidéo en hors-série et comme ça on attaque dans le vif du sujet. Très vite, je me suis intéressé aux commentaires, afin de voir comment ce genre de post est reçu. Alors un certain nombre de personnes félicitent ou remercient l'émetteur du message, mais très vite, d'autres personnes s'interrogent sur les sources. Heureusement que ces gens sont là. Tiens, sans surprise, on a même un synergologue qui, évidemment, n'a pas du tout appris ça et reste complètement dubitatif face à cette image. Il faudra un jour que je vous parle de la synergologie, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui se demandent la source de ces informations, je vais vous donner une réponse à la place de l'émetteur du post. Une réponse claire, nette et précise, non. Il n'y a pas de source fiable qui démontre qu'en regardant à gauche, cela signifie qu'on veut vérifier comment s'éloigner de toi. Non, il n'y a rien là-dessus. Je doute que la personne qui a publié ce post puisse présenter la moindre étude sérieuse qui confirmerait tout ce qu'elle avance ici. En tout cas, je ne demande qu'à être contredit. Et j'insiste, je parle de sources fiables, et pas d'une expérience vite fait mal fait, façon Monsieur Merabian. Si, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé ici. Vous savez, cette fameuse expérience bullshit qui explique que le langage non verbal représente 55% d'une communication. Bref, poursuivons. Cette image est parfaite car elle me permet de revenir sur deux points essentiels à propos de la fiabilité du langage non verbal. En dehors de toute recherche sérieuse sur le langage non verbal, tout ce qu'on vous présente vient de divers instituts, coachs, formateurs et autres spécialistes, et ils ne sont de loin pas tous d'accord. Prenons un exemple sur les yeux. Ici, ils nous présentent diverses directions que le regard peut prendre, avec les significations qui vont avec. Je paraphrase pour aller vite. Donc, droit devant égale signe d'intérêt, en haut, c'est de la réflexion approfondie, en bas, la soumission ou culpabilité ou désintérêt, à gauche, se souvenir du son ou vérifier qu'on s'éloigne de toi, à droite, y a rien. En fait, elle a rien mis du tout à droite, ok. Puis ensuite, il y a les combinaisons en haut, à gauche ou à droite. Alors je résume, mais en gros, c'est penser à une expérience avec une notion plus émotionnelle à gauche et plus logique et froide à droite. Et puis, en bas à gauche ou à droite, rien du tout non plus circulé, il n'y a rien à voir. Ça, c'est ce que nous dit Madame. Voyons ce que nous dit la PNL. ODD. Non, pas le groupe. La programmation neurolinguistique. Et je tiens à préciser tout de suite que je n'en fais pas la pub, que d'un point de vue non verbal, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il présente. Ici, la démarche, elle est juste de comparer. Les cadrans du regard, selon la PNL, c'est à droite, les pensées construites, c'est-à-dire imaginées ou inventées. À gauche, les pensées remémorées, c'est-à-dire quelque chose que l'on a vécu et dont on se souvient. En haut, ce serait lié aux images, à la vue. Au milieu, donc au niveau des oreilles, ça serait lié au son. Et en bas, ça serait lié au kinesthésique, ou dit autrement, la mémoire du toucher.
La PNL ajoute également une dimension de sentiment ou de dialogue intérieur pour les regards en bas. Et voici ce que j'ai appris moi. Et là aussi, je ne me pose pas en détenteur de la vérité ou de la théorie juste. Et comme toute théorie, elle ne demande qu'à être vérifiée. Moi-même, je prends beaucoup de pincettes lorsqu'il s'agit de parler des mouvements des yeux, car ce n'est pas si simple. En haut, ça serait le cognitif, c'est-à-dire la recherche d'informations, froide et sans émotion. Et en bas, nous rentrons dans notre monde émotionnel. On se coupe de l'extérieur et nous sommes plongés donc dans nos émotions. À gauche, c'est le passé. Si vous avez appris à lire de gauche à droite, je vous en reparlerai de tout ça de manière beaucoup plus détaillée, mais c'est pour un épisode futur. Et à droite, c'est l'avenir. Là aussi, si vous avez appris à lire de gauche à droite. Et pareil, on peut ensuite faire les combinaisons. Par exemple, avec l'angle en haut à droite, on cherche de l'information rationnelle dans l'avenir, ou quelque chose qu'on invente. J'insiste, je la fais courte, mais je vous donnerai plus de détails ultérieurement. Et en bas à gauche, on serait plutôt dans notre passé et dans nos émotions. Et pour rendre tout ça encore plus simple, ceci ne vaut que s'il n'y a pas de mouvement du corps ou de la tête. Car si le corps, en plus, venait à s'éloigner de la direction du regard, on aurait encore une autre signification. Bref, là aussi j'y reviendrai plus tard dans d'autres épisodes. Ok, maintenant que j'ai fait les présentations, il y a Madame, il y a la PNL, il y a ce que j'ai appris, qui a raison? Je vous pose la question, qui a raison? Qui va avoir Une énorme paire de couilles. suffisamment grosse Les yeux dans les yeux. pour prétendre qu'il possède la vérité sur ce thème et que les autres ont tort? Et j'insiste, idéalement, faudrait posséder une méta-analyse, ou au moins une étude scientifique reconnue et qui teste plus que 60 glandus, n'est-ce pas, monsieur Merabian, pour pouvoir avoir un faisceau de preuves qui donnerait une signification claire à ces différents regards. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse de connaître les sources de cette image, revenez dans quelques décennies, quand de vraies études seront sorties sur ce thème, études qui mettront tous les spécialistes en langage non verbal d'accord. Point numéro 2, les homonymes. D'ailleurs, je vous fais un petit rappel, le point 1 de cette vidéo, comme le point 2 que je vais attaquer d'ici quelques secondes, ont déjà été traités dans l'épisode numéro 5 que vous trouverez ici. Ici, dans son document, la personne propose que les lèvres mordues signifient habitude nerveuse manifestant de l'anxiété et de la colère. Ok, laissez-moi vous proposer un court extrait de vidéo et vous me direz si, selon vous, cet item est une manifestation d'anxiété ou de colère. Imaginez-vous, vous avez investi du temps sur cette belle jeune femme pour tenter de la séduire. Vous voyez qu'elle se mord les lèvres, et là vous vous rappelez du post que vous avez vu sur LinkedIn et vous vous dites « Ah merde !» Elle est anxieuse ou en colère. Elle n'est définitivement pas intéressée par moi. Ce serait dommage de passer à côté d'une telle occasion et d'un tel signal de désir sexuel. Ainsi, en plus du point 1, je rappelle également que tout dictionnaire de mouvements qui vous est proposé n'est certainement pas exhaustif, incluant ceux que je pourrais vous présenter moi-même. Donc pour conclure, à propos de cette image, continuez à rester ouvert et critique à propos du langage non verbal, ne prenez pas tout comme argent comptant ou comme étant juste. Continuez à demander si des sources ou des études fiables existent sur ce que l'on vous présente, et si la personne n'est pas capable d'en fournir ou fuit votre demande, continuez à considérer ce contenu comme étant uniquement des hypothèses. Et la seule chose qui pourra vous donner un peu de crédit au contenu proposé, c'est votre expérience empirique. Cela consiste à apprendre et retenir les items qui vous sont proposés, et ensuite de voir s'ils se produisent dans la pratique, et que le contexte confirme la définition qui vous a été donnée. Et je vous le dis tout de suite, si on ne tient pas un journal statistique, c'est vraiment pas simple à faire. Bref, je crois que j'en ai fini pour appelons ça un podcast, et j'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode.